Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Sénat 360. Tout de suite, voici les titres. 87e congrès de l'Assemblée des départements de France à Marseille jusqu'à demain. Des départements qui réclament le soutien financier de l'État pour assurer leurs missions comme le versement du RSA ou la prise en charge des mineurs isolés. Le Premier ministre Édouard Philippe était ce matin l'invité de Territoire d'Info sur notre antenne. Il a tenu à rassurer les départements, s'est expliqué sur les choix du gouvernement en matière de fiscalité et a égratigné au passage le quinquennat de François Hollande. Nous y reviendrons largement. Et nous débattrons dans cette édition d'une mesure qui fait polémique. Les villes pourront, au 1er janvier, fixer librement le prix du stationnement et des PV, des sanctions pouvant aller jusqu'à 60 € dans certaines communes, alors que d'autres souhaitent les diminuer. Et vous pouvez justement réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Oriane Mancini depuis Marseille où se déroule le congrès des départements de France et Saveria Rojek au Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Une des inquiétudes des départements, c'est le coût de la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Les départements demandent à l'État d'assumer ce qu'ils considèrent comme une compétence régalienne. Invité de notre matinale Territoire d'Info, le Premier ministre Édouard Philippe a promis un engagement dans ce sens. On l'écoute. Je vois très bien ce que cette question peut faire peser à la fois comme une responsabilité humaine, politique et financière sur les départements. Et donc, on va essayer de trouver avec eux la bonne façon de régler le problème. La bonne façon de régler le problème, c'est pas simplement de faire du bonneteau financier. Mais l'évaluation, vous allez la prendre en charge ? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. La bonne façon de régler le problème, c'est pas simplement de faire du bonneteau financier sur le thème vous faisiez ça, on va financer ça, on va mettre un tube, tout ça. C'est pas ça. La bonne question, c'est de réfléchir sur la totalité du process, de voir qui est compétent, pourquoi, combien ça coûte, comment on fait pratiquement. C'est très beau de dire combien on fait pratiquement. Et c'est cette discussion que j'ai engagée avec le président Bussereau. Donc l'État va prendre en charge l'évaluation. Et je pense que nous trouverons des solutions qui sont conformes à ce que souhaitent les départements et conformes à ce que nous souhaitons dans l'intérêt, mais à la fin de la fin, dans l'intérêt de la politique publique en question, c'est-à-dire de l'accompagnement des mineurs non accompagnés. Et on va à Marseille rejoindre Oriane Mancini. Alors, ce congrès annuel de l'Assemblée des départements s'est ouvert dans une ambiance tendue entre l'exécutif et les représentants des départements. Et comme souvent, c'est sur la question des financements que le bât blesse, Oriane. Et oui, Jérôme, un véritable cri de colère que poussent les présidents de département depuis ce matin, comme l'illustre la motion commune qu'ils ont publiée ce matin dès l'ouverture du congrès, alors que d'habitude la motion est plutôt publiée à l'issue du congrès. Une motion qui rappelle leurs inquiétudes, mais qui rappelle surtout leurs demandes. Alors sur des sujets connus, vous parliez à l'instant de ce sujet des mineurs étrangers isolés qui sont à la charge des départements, 25 000 mineurs cette année, un coût d'1 milliard € pour les départements qui demandent une prise en charge, un plan de la part de l'État. Mais comme Édouard Philippe, on vient de l'entendre à l'instant, il devrait répondre favorablement à cette demande et devrait annoncer demain matin un plan de gestion de ces mineurs étrangers isolés. L'autre sujet, c'est un sujet récurrent, celui du financement des allocations individuelles de solidarité, le RSA, mais aussi l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Les présidents de département, dans cette motion, demandent qu'une solution pérenne soit trouvée sur ces sujets, mais ils demandent surtout à l'État de préciser clairement ses intentions et ont une ligne rouge, c'est que ces politiques d'insertion restent bien à la charge des départements. Mais c'est aussi sur un autre sujet, un sujet qui est en train de monter, que s'est concentrée l'inquiétude des présidents de département ce matin. Ce sujet, c'est la vision qu'a Emmanuel Macron de la décentralisation. Alors si le président de la République ne cesse de répéter qu'il veut un pacte girondin, dans les faits, les élus ont plutôt l'impression qu'Emmanuel Macron cherche à reprendre la main. En témoigne d'ailleurs le pacte financier que l'État veut signer avec les 319 collectivités les plus importantes. Un pacte financier qui impose aux collectivités de limiter la hausse de leurs dépenses à 1,2%. Un chiffre intenable selon les présidents de département, soutenus ce matin sur ce point par Gérard Larcher, le président du
du Sénat. Mais au-delà du chiffre, ce qui ne passe pas, c'est qu'on leur impose un taux. Pour eux, imposer un taux, cela contrevient au principe de la libre administration des collectivités territoriales. Vous le voyez, Édouard Philippe aura donc fort à faire demain matin pour déminer la colère de ces présidents de département. Comme il le rappelle, si les solutions ne leur sont pas proposées par le Premier ministre, eh bien, ils ne signeront pas ce pacte financier. Merci beaucoup Oriane, et vous venez de l'évoquer, le président du Sénat, Gérard Larcher, est présent à Marseille où il a défendu la place du département et mis en garde le gouvernement sur le pacte de confiance État-collectivité. On l'écoute. Les vrais pactes, c'est sur des bases claires. Un vrai pacte, ce n'est pas clair selon vous. Et aujourd'hui, sur 2 sujets majeurs. Les dépenses sociales, c'est 2/3 des budgets des départements. Si vous n'avez pas réglé ce qui représente 2/3 du budget des départements, comment vous voulez signer un pacte financier? Ce taux de 1,2% de limitation de leurs dépenses, pour vous, n'est pas réaliste. 1,2%. Je crois qu'il faut là aussi, je l'ai dit, un chiffre unique pour la France. Ça n'a pas beaucoup de sens. Le droit à la différenciation, le droit à l'expérimentation. Et puis on ne peut pas imaginer un budget de département qui soit soumis au préalable au préfet avant de revenir avant l'Assemblée départementale. C'est qu'on aurait oublié la décentralisation de 1982. C'est une erreur du gouvernement précédent qui va coûter entre 8 et 10 milliards d'euros au budget de l'État. Le Conseil constitutionnel a en effet invalidé la taxe sur les dividendes, une mesure créée en 2012. L'État doit donc rembourser les entreprises l'ayant payé. Les explications de Flora Sauvage. L'ardoise s'avère plus élevée que prévu. Après l'invalidation par le Conseil constitutionnel de la taxe de 3% sur les dividendes des grandes entreprises, le coût du remboursement s'élève à 10 milliards d'euros. Une taxe qui avait été instaurée en 2012 par le précédent gouvernement. Nous allons devoir rembourser à des entreprises 10 milliards d'euros qui ont été indûment prélevés, inconstitutionnellement prélevés. On va voir parce que c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. J'aimerais que ceux qui aujourd'hui, à 10 000 km, alors qu'ils ne se sont pas présentés aux élections pour défendre leur bilan, commentent de façon acide et acerbe ce que nous faisons aujourd'hui pour réparer le pays, prennent une certaine forme d'humilité sur ce qu'ils ont fait hier et sur les responsabilités qu'ils ont dans les dérèglements de l'économie française. Mais pour les socialistes, la taxe sur les dividendes a permis de relancer l'économie. Je rappelle que la croissance qui revient, c'est aussi les mesures qui ont été prises sous le précédent quinquennat, sur la question notamment de faire en sorte que l'entreprise retrouve des marges de manœuvre. Toutes ces des mesures qui permettent aussi l'embauche. Donc là-dessus, je pense qu'il faut raison garder. Il faut que le gouvernement arrête d'imaginer qu'à chaque fois qu'il a un problème, c'est de la faute de François Hollande ou de la présente majorité. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui a été un président qui a été élu. Il doit gouverner pendant 5 ans. Et je les invite, les uns les autres, à se concentrer sur les problèmes des Français et ne pas chercher à se défausser sur les autres. Pour le gouvernement, c'est un sujet explosif, car il va devoir trouver 2 milliards d'euros par an pour rembourser les grandes entreprises concernées. Quel impact aura la suppression de l'ISF pour les ménages les plus aisés? 120 parlementaires ont signé une tribune pour réclamer à Bercy des chiffres précis. Impossible selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui oppose le secret fiscal. Le nouveau président socialiste de la commission des finances du Sénat, Vincent Eblé, réclame lui aussi ces documents. Il a répondu aux questions de Saveria Rojek en salle des conférences. Bonjour Vincent Eblé. Bonjour. Vous demandez donc des précisions au gouvernement, vous demandez ces précisions en tant que président de la commission des finances du Sénat, des précisions donc sur la réforme de l'ISF, sur l'imposition des revenus du capital. Quels documents, quelles études demandez-vous précisément? Vous aimeriez connaître la somme, c'est ça que va coûter cette réforme de l'ISF? Oui, peut-être la somme et aussi la répartition selon les différentes catégories de contribuables. Difficile d'apprécier une réforme fiscale, de définir une position politique pour moi-même et l'ensemble de mes collègues de la commission des finances à l'aveugle. Il nous faut évidemment des éléments qui nous permettent d'apprécier quels sont les effets et y a-t-il des différenciations d'effets selon, je dirais, le niveau de revenu ou le niveau de patrimoine des contribuables concernés. Est-ce que vous allez vous rendre sur place à Bercy ? Ça, c'est au gouvernement qu'il faut poser cette question. S'il me donne les éléments, j'aurai pas besoin de me rendre sur place. S'il ne me les donne pas, il faudra bien que j'aille les chercher. Parce que nous avons besoin, je dirais, d'être éclairés
par des données pour prendre une décision politique pertinente. Hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vous a partiellement répondu. Il dit que ce seront 400 millions d'euros, le chiffre de 400 millions d'euros qui seront rendus aux 1000 premiers contributeurs à l'ISF. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai demandé de façon très précise des éléments d'information par décile et pour le décile supérieur par centile, de façon à avoir, je dirais, les précisions. Alors évidemment, quand on arrive dans un découpage fin, on nous oppose le secret fiscal. En tout cas, pour ce qui concerne le président de la Commission des Finances, comme d'ailleurs le rapporteur général du budget, il n'est pas possible de nous opposer le secret fiscal. Donc nous y sommes tenus, bien entendu. C'est-à-dire si nous disposons d'informations qui relèvent du secret fiscal, nous n'allons pas les divulguer sur la place publique, bien entendu. Mais nous avons besoin véritablement d'être en pleine possession des éléments d'information dont le gouvernement lui-même dispose, de façon à apprécier la pertinence ou non des propositions d'inflexion, de réforme fiscale qui nous sont proposées. Qu'est-ce que vous soupçonnez, Vincent Eblé, que cette réforme favorise les hyper riches? Alors, moi, je ne soupçonne rien tant que je n'ai pas les données. Il m'est difficile, au moment même où j'exprime la nécessité d'obtenir des informations, de vous dire d'ores et déjà quelles seront les conséquences de la lecture de ces données dont je ne dispose pas. Donc on va être tout à fait prudent, mais oui, bien entendu, la véritable question en matière fiscale pour cette affaire de la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune ou du prélèvement forfaitaire unique, la véritable question, c'est de savoir par catégorie de contribuables et en fonction de leur niveau de revenus et de patrimoine, est-ce que l'effet est homogène, j'irais, sur l'ensemble de la chaîne des revenus et des patrimoines, ou est-ce que certains sont en quelque sorte plus appelés à contribuer que d'autres, auquel cas, j'irais, il faut qu'on ait cette bonne connaissance des choses de façon à légiférer en toute connaissance de cause, pas à l'aveugle. Vincent Eblé, une dernière question depuis hier. Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, le précédent gouvernement taxe François Hollande d'amateurisme après la censure par le Conseil constitutionnel de la taxe sur les dividendes qui a été mise en place en 2012. Selon lui, il va falloir rembourser 10 milliards d'euros aux entreprises. Oui, alors les chiffres, nous les examinerons. Cette décision du Conseil constitutionnel, ce n'est pas la première, ni sans doute la dernière. Donc, il y en a eu de nombreuses et il y en aura sans doute encore. Donc, quand on gouverne, il faut toujours être prudent de montrer du doigt ses prédécesseurs parce que quand il vous arrive des choses de même nature, ça devient plus difficile de définir une position qui vous dédouane. Mais en l'espèce, je n'irai pas prétendre que cette affaire est anodine. Elle va avoir des répercussions budgétaires, financières, raisonnablement importantes. Et donc, il va falloir se pencher sur cette question. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nouvelle journée de mobilisation syndicale contre la réforme du Code du travail par ordonnance. À l'appel des syndicats CGT et Solidaires, des manifestations ont lieu dans toute la France. Vous voyez sur ces images de Sandra Cerquera le cortège à Paris qui s'était lancé depuis la gare Montparnasse. Les syndicats restent déterminés malgré l'entrée en vigueur de ces ordonnances. On écoute Fabrice Angéi, le secrétaire confédéral de la CGT. Aujourd'hui, on est sur une journée tremplin d'un mouvement qui va être de longue durée, qui s'inscrit dans la durée. Il y a eu plusieurs journées, il y en aura d'autres qui feront converger les différentes luttes professionnelles, au mois de novembre notamment. Et on en discutera le 24 en intersyndical dans un cadre large. Pas de déception parce qu'aujourd'hui le but est de continuer à montrer que la mobilisation existe. Il y a 13 fédérations de la CGC qui appellent à l'action aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas d'isolement. J'ai donné des sondages, 65% de nos concitoyens qui contestent votre travail, 57% qui approuvent la mobilisation. On ne se sent pas du tout isolé et on vous donne aussi un rendez-vous à l'avenir. Tension toujours vive entre l'État espagnol et le gouvernement catalan. Aujourd'hui, à 10h, expirait l'ultimatum de Madrid au leader indépendantiste Carles Puigdemont pour savoir s'il avait ou non déclaré l'indépendance. Les explications de Cécile Sixou. L'ultimatum était clair, oui ou non, Carles Puigdemont, président de la Catalogne, a-t-il décrété unilatéralement l'indépendance de la région ?
Réponse de l'intéressé ce matin à 9h50, 10 minutes avant l'échéance, par courrier. Et une fois de plus, le président de la région est resté ambigu. Pour lui, l'indépendance n'a pas été déclarée, mais si le gouvernement de l'État persiste à empêcher le dialogue et à continuer la répression, le Parlement de la Catalogne pourra procéder, s'il l'estime opportun, au vote de la déclaration formelle d'indépendance. Cette fois-ci, plus de doute pour le gouvernement espagnol, cette réponse n'en est pas une. En l'absence de réponse sur ces termes clairs et précis, le gouvernement considère que sa demande n'a pas reçu de réponse. C'est pourquoi il continuera les démarches prévues par l'article 155 de la Constitution. Après des semaines de bras de fer, Madrid sort l'article 155, son arme ultime contre les indépendantistes, qui permettra à Mariano Rajoy de prendre le contrôle des institutions de la Catalogne. Et Emmanuel Macron, de son côté, a indiqué que les dirigeants européens allaient envoyer à l'occasion de leur sommet à Bruxelles un message d'unité autour de l'Espagne. Et justement, l'ouverture aujourd'hui à Bruxelles d'un sommet européen, les chefs d'État et de gouvernement devaient parler principalement Brexit, mais les discussions qui s'enlisent entre la Grande-Bretagne et l'UE ne permettront pas d'avancer sur ce sujet. Emmanuel Macron doit profiter de ce sommet pour reconnaître le statut du drapeau européen comme symbole, empêchant notamment de son retrait de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, demandé par les députés de la France Insoumise. Ce sera l'objet de notre débat dans un instant, mais avant, retour sur cette polémique par Stéphane Amalian. La polémique démarre avec un amendement de la France Insoumise qui réclame le retrait du drapeau européen de l'Assemblée nationale. Une tentative rejetée, bientôt suivie par une prise de position du chef de l'État. Je ferai la déclaration solennelle qui fera que la France rejoindra 16 autres États qui l'ont déjà fait, où j'affirmerai officiellement que la France reconnaît le statut de l'hymne européen et du drapeau européen, ce qui ne permettra pas à certains d'enlever le drapeau européen de l'hémicycle français ou de tout autre lieu. Il sera bien maintenu parce que je ferai cette déclaration. Emmanuel Macron devrait donc signer la déclaration 52 annexée au traité de Lisbonne. Celle-ci stipule que le drapeau et l'hymne européen font bien partie des attributs de l'Union européenne, un moyen de sortir du vide juridique que constituent les symboles européens. Il se trouve que ces dispositions étaient prévues par le projet de constitution européenne et rejetées par référendum en 2005, ce qui n'a pas échappé à la classe politique française, notamment Nicolas Dupont-Aignan qui réclame un référendum pour trancher la question. Réaction similaire de Marine Le Pen pour qui cette décision serait le dernier clou sur le cercueil du non de 2005. En réponse au chef de l'État, Jean-Luc Mélenchon avance un argument, celui de la religion. Selon lui, le drapeau européen serait inspiré de la médaille pieuse dédiée à la Vierge Marie et donc contraire au principe de laïcité. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités. Jean Arthuis, bonjour, député européen, membre de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Face à vous, François Coq, bonjour. Bonjour. Porte-parole de la France Insoumise. Et orateur national, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Voilà. Et à vos côtés, Christian Lequen, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Union européenne. Bonjour. Bonjour messieurs. Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter le président de la République Emmanuel Macron qui s'est exprimé à son arrivée au Conseil européen à Bruxelles, notamment sur ce sujet du drapeau européen. Aujourd'hui, ce soir et demain, ce sera l'occasion de continuer à faire avancer cette Europe qui protège et cette Europe qui se projette. L'Europe qui protège, c'est évidemment à mes yeux celle qui permet de mieux protéger face aux migrations. Une Europe de la défense avec notre volonté d'aller plus loin sur le Fonds européen en matière de défense. C'est aussi une Europe qui sait trouver les bons accords de libre-échange, les bonnes négociations pour protéger ses travailleurs et ses consommateurs. Ensuite, ce Conseil européen sera marqué par un message d'unité autour de nos États membres face aux crises qu'ils peuvent connaître, unité autour de l'Espagne et unité aussi très forte dans la discussion du Brexit, parce que nous sommes tous unis sur les constats, les intérêts et les ambitions avec un même négociateur, Michel Barnier. Enfin, je serai très heureux à l'occasion de ce Conseil européen, là où plusieurs cherchent aujourd'hui à créer des divisions, un repli français, de réaffirmer l'attachement de la France au drapeau et à l'hymne européen. Merci à vous.
Voilà, messieurs, on vient d'entendre le président de la République, Jean Arthuis, heureux de reconnaître le drapeau européen comme symbole. La France va donc rejoindre 16 autres pays qui avaient déjà adopté cette mesure. Il était temps pour vous que cela soit fait? Enfin, l'Europe, à l'heure de la mondialisation, des défis que nous avons à relever, et que manifestement, les États-nations n'ont plus les moyens d'assumer. On voit bien que l'Europe devient notre nouvel espace de souveraineté. Il faut en tirer les conséquences. Et moi, je me réjouis que Emmanuel Macron signe au nom de la France cette déclaration 52 qui était annexée au traité de Lisbonne, parce que certains, un peu frileux, ne voulaient pas reprendre les termes, les symboles qui apparaissaient dans le projet de traité constitutionnel en 2004. Les symboles, c'est le drapeau, c'est l'hymne, c'est la monnaie, c'est la journée de l'Europe. Ces symboles-là sont des symboles forts et je pense que le drapeau, oui, doit être reconnu par la France. Et j'observe d'ailleurs qu'au Sénat, il a fallu attendre le mois d'avril 2015 pour que le bureau du Sénat décide d'installer le drapeau dans l'hémicycle. François Coq, vous, à la France Insoumise, ce drapeau dans l'hémicycle, dans les hémicycles du Parlement, il vous gêne? Jean-Luc Mélenchon dit que c'est un symbole chrétien et donc il n'a pas sa place dans les hémicycles. C'est un symbole chrétien. L'essentiel est le débat que nous avons permis et soulevé parce que nous sommes des observateurs attentifs et nous prenons les propos de M. Macron au sérieux, de la même manière que je remercie M. Arthuis de ne pas biaiser et de nous dire que la question sur le drapeau n'est pas simplement une question sur le drapeau, et la question de la souveraineté. Et finalement, cette entrée par le drapeau européen nous permet de mettre cette question sur la table. J'entendais M. Arthuis qui nous disait que c'était le nouvel espace de souveraineté. J'avais entendu M. le Président de la République, lors de la conférence des ambassadeurs fin août, nous dire que le lieu de la souveraineté aujourd'hui, c'est l'Europe. J'estime, pour ma part, que c'est un passage en force aujourd'hui, que de passer de la souveraineté populaire qui s'exprime dans le cadre national et républicain à la souveraineté européenne, comme on veut le faire. Et d'ailleurs, l'affaire du drapeau est à cet égard assez éclairante, puisque le peuple français s'est exprimé en 2005 lors du traité constitutionnel européen. Il s'est exprimé lors de la ratification du traité de Lisbonne en continuant à refuser ces symboles. Et aujourd'hui, M. Macron, seul, avec beaucoup de jeux, vous avez passé sa déclaration, voudrait imposer à la France de se mettre derrière cette bannière qui vaut totem. Christian Lequesne, la France était le seul membre fondateur à ne pas encore avoir reconnu ces symboles. C'est aussi, donc, on l'a évoqué, la conséquence du référendum de 2005 où les Français avaient dit non et qui prévoyait cette reconnaissance. C'est à ça qu'on doit ce débat aujourd'hui ? Oui, enfin, je voudrais quand même revenir sur l'argument qui a été utilisé par M. Mélenchon, qui consiste à dire que ce drapeau n'est pas acceptable parce qu'il aurait des origines chrétiennes et catholiques. On n'en sait rien du tout, en fait. Il y a des spéculations là-dessus. Il se trouve qu'effectivement, il y a un peintre strasbourgeois qui s'appelle Arsène Heitz, qui a revendiqué 15 ans après la création de ce drapeau, le fait qu'il avait été inspiré par la médaille miraculeuse. Mais tout ça est très contesté aussi par les historiens. Donc l'argument qui est utilisé par M. Mélenchon repose sur une incertitude historique. Ensuite, pour répondre à votre question, si la France n'avait pas signé la déclaration 52 à l'époque, c'est tout simplement en raison du référendum négatif de juin 2005, au même titre que les Pays-Bas. C'est-à-dire que 16 autres pays avaient signé à l'époque, mais suite à ce référendum, la France ne l'a pas fait. Denis Baranger vient de nous rejoindre sur le plateau. Vous êtes professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas Paris 2. Justement, on était sur ce débat sur le drapeau, sur finalement les fondements légaux. Vous êtes professeur de droit. Actuellement, le drapeau européen dans l'hémicycle, il n'y avait pas de fondement légal pour qu'il soit présent ? Bonjour, pardon pour mon retard. Oui, il n'y avait pas de fondement légal si on veut. Dans la Constitution, il y a le drapeau tricolore. Enfin, il y a aussi un article qui dit que la France participe à l'Union européenne, donc c'est pas non plus impossible et impensable qu'il y ait le drapeau de l'Union européenne. C'est pas inconstitutionnel, si vous voulez. Non. François Coq, vous dites on a mis le doigt là où finalement il y avait un flou ? Non, entendez-moi.
qu'on ne mélange pas les débats. Il y a plusieurs questions. Il y a le fait que le drapeau européen, même si je conteste en partie ce que vous dites, mais que le drapeau européen, aujourd'hui, est reconnu comme le drapeau des différentes institutions de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce n'est pas ça que nous contestons. C'est un pas en avant qui serait fait supplémentaire par M. Macron pour faire en sorte que ce drapeau soit reconnu aussi par la France et vienne s'adjoindre au drapeau national. Ce n'est pas la même chose que d'accepter un état de fait dont on juge qu'il est certes imparfait, que de faire un pas en avant, comme le fait M. Macron, avec des dessins politiques qui sont ceux que j'ai exprimés tout à l'heure, parce qu'à travers le drapeau, il pose la question de la souveraineté et il veut passer à la souveraineté européenne à marche forcée. Donc vous dites c'est un non à cette Europe et pas un non à l'Europe? C'est ça que vous... Mais bien évidemment, sur la question européenne, la question n'est pas d'être européen ou anti-européen. Ce que nous croyons aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire l'Europe en défaisant la France. Et que l'idéal républicain doit nous permettre aujourd'hui d'aller vers une Europe des États qui soit mieux harmonisée, mieux structurée et qui permette l'expression de la volonté populaire, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Jean Arthuis. Face aux défis migratoires, face aux défis du terrorisme islamiste, face à l'emprise, à l'impérialisme des multinationales du numérique. Les géants du numérique sont américains et chinois. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de géants européens? Nous voyons bien que les États membres, au plan national, n'ont plus les moyens d'exercer cette souveraineté. Que font-ils? Les chefs d'État et de gouvernement donnent en spectacle leur impuissance politique. Alors c'est ça qui déchaîne le populisme et l'europhobie. Le vrai sujet, c'est de savoir comment on partage cette souveraineté. On ne l'abandonne pas. C'est que pour l'exercer effectivement et répondre à l'attente de nos concitoyens, qui attendent quoi de l'Europe? Comme le président l'a rappelé, ils attendent que l'Europe prépare leur avenir et qu'elle les protège face aux risques encourus du fait de la mondialisation. C'est de ça qu'il s'agit. Quant à l'aspect démocratique, permettez-moi de vous dire que les Français se prononçaient à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle et que l'enjeu était très clair. Il y avait d'un côté une candidate qui s'opposait à la construction européenne, de l'autre, un candidat qui avait très clairement mis au cœur de son projet l'Europe. Christian Lequesne, sur ce débat, le drapeau, l'hymne, c'est aussi comme ça qu'on crée un sentiment d'appartenance à une nation ou à quelque chose de supranational. Est-ce que finalement, on n'impose pas l'appartenance, le sentiment d'appartenance à l'Europe par ce biais ? Non, je pense d'abord que si on doit parler de l'Europe politique, et on doit le faire, et on doit le faire de façon controversée, la démocratie c'est la controverse, il y a des sujets beaucoup plus importants que celui-ci, me semble-t-il. Ça c'est le premier point. Mais les eurosceptiques recherchent toujours le symbole, si vous voulez. Et M. Mélenchon, de ce point de vue, n'a pas innové. Vous savez, il y avait eu une controverse au début des années 2000 en République tchèque. M. Klaus, qui était le président de la République tchèque, qui était un eurosceptique, alors lui, tout à fait à l'opposé de M. Mélenchon, parce qu'il était un néolibéral, considérait que l'Europe était trop régulée, avait refusé que le drapeau figure sur le fronton du château de Prague, c'est-à-dire le siège de la présidence de la République. Et lorsqu'on a renégocié en 2005, ce sont, après le référendum, le traité de Lisbonne, ce sont les plus eurosceptiques au sein du Parti conservateur qui n'ont pas voulu qu'on inscrive les symboles dans le nouveau traité de Lisbonne. Donc vous voyez, dans le fond, il s'agit d'utiliser cette symbolique pour essayer de susciter un débat, mais qui, à mon avis, ne porte pas sur les vrais problèmes. Non, pas vraiment. Denis Barranger, on va revenir aux questions de droit. Ces drapeaux, ces symboles, ils doivent être respectés dans l'état de droit français. On n'a pas le droit d'offenser le drapeau français. Est-ce que ça va être pareil pour le drapeau européen? On n'aura plus le droit d'en faire n'importe quoi? Il y a une infraction pénale pour le drapeau tricolore, je ne crois pas pour le drapeau européen. Mais si ça devient un symbole, si vous voulez, par-delà le symbole, l'opportunité politique du débat, moi j'ai pas à en juger. C'est intéressant de la part de la France insoumise de soulever cette question-là aujourd'hui. Et il faut voir ça comme ça. Par-delà le symbole, il y a effectivement quelque chose qui n'a jamais été vidé. C'est la coexistence dans la Constitution de la souveraineté nationale et de l'appartenance à l'Union européenne. On peut juger qu'il y a une synthèse, on peut juger que la synthèse n'existe pas. Les deux positions politiquement existent. Je pense que c'est ça qui est réellement intéressant. Il y a eu le second tour de la présidentielle. Il a été gagné par un pro-européen et un europhile. C'est quelque chose d'important. Que la discussion continue et qu'elle continue au sein des assemblées parlementaires, je pense que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il faut bien que ça se vide, que le contentieux se vide quelque part. Il faut remercier la France insoumise, parce que sans ce début de polémique,
on serait passé à côté finalement, et c'était dommage. François Coq, on l'a évoqué, c'est dans les gens qui sont opposés au drapeau. Il y a vous, il y a le Front National, il y a également Nicolas Dupont-Aignan qui demande un référendum. Finalement, c'est une coalition des non... le retour de la coalition des non qui avait mené au rejet du référendum? Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Le pays est traversé depuis 2005 notamment. Il ne faut pas croire que cette question a été réglée par une grande discussion sur la place, le rapport à l'Europe, à la souveraineté, l'articulation entre la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, la souveraineté européenne, nous dit-on maintenant. Et je ne crois pas, même si je reconnais complètement la victoire de M. Macron au second tour de l'élection présidentielle, je ne crois pas que le premier tour ait réglé cette question. C'est assez facile d'utiliser à des fins politiciennes, permettons-moi de le dire, M. Arthuis, le rassemblement qui s'est opéré derrière la bannière de M. Macron au second tour, en disant que cela aurait réglé toutes les questions et aurait mis dans le sillage des 21% de personnes qui ont voté pour lui à l'élection présidentielle l'ensemble du pays. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dubitatifs, pour le moins, sur cette question de la souveraineté européenne. Dubitatifs pour le moins. Et aujourd'hui, on essaye de leur tordre le bras sur cette question. Je trouve que ce n'est pas une saine façon de faire. Monsieur Macron devient, en faisant cela, un facteur de désordre et de déséquilibre dans notre pays. Alors nous, notre tâche, modestement, c'est effectivement de faire surgir ces questions. Si vous me dites que la question du drapeau est peut-être un artifice qui a permis d'aller sur une question plus profonde, je le concède. Christian Lequesne, à l'heure du Brexit, où certains pays ont décidé, comme la Grande-Bretagne, de quitter l'Union européenne, est-ce que finalement, imposer ce drapeau européen, c'est pas aller à l'inverse du mouvement? On voit bien, il y a un doute sur l'idéal européen dans les peuples européens. Oui, en même temps, tous les sondages montrent qu'une majorité de Français est favorable au fait de rester dans l'Union européenne. Et là, il ne faut pas confondre l'exemple britannique avec ce qui se passe dans l'ensemble des autres États membres de l'Union européenne, y compris en Pologne. En Pologne, vous avez actuellement un parti qui est eurosceptique au pouvoir, et pourtant, quand on interroge les Polonais, une majorité d'entre eux sont pour le fait de rester dans l'Union européenne. Il y a une idiosyncrasie britannique de ce point de vue qu'il ne faut pas trop généraliser. Donc imposer le drapeau à une majorité de gens qui seraient pour la sortie de l'Union européenne, dans le contexte français, à mon avis, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un débat à mener, des controverses sur quelle politique publique il faut avoir dans le cadre de l'Union européenne. Ça, c'est le débat démocratique et effectivement, exactement, la gouvernance. Et ça, effectivement, tous les partis politiques ont leur rôle à jouer. Il faut politiser l'Europe, à mon avis. C'est un point très important. Jean Arthuis, vous vous dites, c'est au contraire, c'est le moment, après le Brexit, de prendre les symboles européens. Je pense qu'il y a deux événements qui nous livrent un message qui nous permet cette pédagogie. C'est le Brexit, et puis c'est la Catalogne aussi. Parmi les symboles de l'Europe, il y a le drapeau, il y a l'hymne, il y a la monnaie. Et on se rend compte qu'en Catalogne, la monnaie va probablement engager une saine pédagogie. Les entreprises, les banques catalanes ne peuvent pas supporter l'incertitude qui résulterait de l'indépendance de la Catalogne et qui ferait que l'euro ne serait plus la monnaie de la Catalogne. Donc on voit à quel point la monnaie, qui est le facteur de confiance au sein des institutions, au sein d'un espace économique, eh bien, combien la monnaie est un liant pour ceux qui participent à cette communauté. Il nous reste à en tirer les conséquences. On a une monnaie unique, mais on n'a pas de politique économique unique. On a une addition de politiques nationales. Et le vrai sujet, c'est l'intégration politique, pour précisément donner à l'Europe la gouvernance dont elle a besoin pour faire converger les législations fiscales, sociales, environnementales. Sur cette question, François Coq, certains disent qu'il faut aller plus loin, plus d'Europe. Mais les questions, en fait, sont très concrètes, comme les présente M. Arthuis, parce que chacune d'entre elles pose la question de la souveraineté, du rapport de la souveraineté à la souveraineté populaire. On parle de la question de la monnaie. Moi, j'ai écouté M. Macron quand il a fait ses propositions concernant la Banque centrale européenne. Et je constate qu'il continue à faire en sorte qu'il n'y ait pas de ratification démocratique et de validation démocratique sur ces questions-là. Il était question tout à l'heure, M. Arthuis, c'est vous qui l'avez mis sur la table, du commerce et des échanges. Je constate que depuis le 21 septembre dernier, le CETA, l'accord économique, est entré à 90% en vigueur, avec une validation par le Parlement européen, mais pas de validation
par le Parlement et la représentation nationale française, encore moins par les Françaises et les Français eux-mêmes. J'ai entendu le Premier ministre nous dire que la validation européenne valait validation française. Autrement dit, on est dans un basculement de souveraineté de fait. Donc sur l'ensemble de ces sujets-là, et on pourrait décliner la discussion, on doit pouvoir discuter de quel est le cadre le plus adapté à l'expression de la souveraineté populaire. Vous devriez écouter M. Macron, parce que sur le commerce international, il a dit très clairement qu'il fallait revoir nos négociations de libre-échange. J'observe qu'il y a une négociation en ce moment avec le Mercosur. Savez-vous quand le mandat a été donné? Il y a 15 ans. Est-ce qu'on est encore légitime pour négocier sur un mandat donné il y a 15 ans? Je ne crois pas. Et Emmanuel Macron, président de la République française, a bien dit que nous devions veiller à protéger nos intérêts. Et donc, à revoir les modalités de négociation qui ne sont pas forcément très démocratiques. Ça veut dire quoi, une Europe qui nous protège? Ça veut dire, par exemple, quand les Chinois envahissent le marché mondial avec des aciers à vil prix, qu'on puisse se protéger contre le dumping. On n'est pas là pour, à tout prix, faire du libre-échange. Vient un moment où il faut savoir protéger nos propres intérêts vitaux. Si on a une politique agricole commune, c'est pour permettre de préserver la souveraineté, la sécurité alimentaire. Et on sait que tous les pays, tous les grands États continents se protègent pour protéger leurs intérêts agricoles. Eh bien, ça ne sert à rien de verser des subventions au titre de la PAC si par ailleurs on les met en faillite du fait du libre-échange. Denis Barranger, finalement, on a entendu ces traités qui ne sont pas ratifiés directement par le peuple. Maintenant, c'est devenu trop risqué de demander son avis au peuple sur les questions européennes. Je dois revenir sur le Brexit, si vous permettez. Avant de parler du Brexit, il faudrait qu'il se fasse. Il n'est pas encore fait. Et pour le moment, c'est plutôt un crash test pour l'échec du souverainisme politique. C'est-à-dire que pour le moment, ce qu'on a eu, c'est un souverainisme politique qui a eu du succès auprès de l'opinion britannique, qui s'est laissé séduire, et une incapacité du gouvernement britannique à suivre, à gérer et à tenir des négociations de manière efficace. Ce qu'il y a de légitime dans le Brexit, parce qu'il y a quelque chose de légitime, c'est le fait que j'ai jamais rencontré un Anglais europhile. Je connais des Anglais eurosceptiques, je connais des Anglais économiquement pragmatiques. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais c'est une petite minorité. Il n'y a pas eu de Jean Monnet anglais, de Paul-Henri Spaak anglais, etc. Et Winston Churchill, qui était assez européen. Oui, enfin, à sa manière. Les fédéralistes. Il y a un pragmatisme anglais. Donc pour le moment, si vous voulez, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un désir d'autonomie que très probablement les Anglais ont placé au mauvais niveau. Ils n'ont pas su trouver dans l'Europe la vérité de leur autonomie politique comme les autres pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont unifié les autres autour de l'Union européenne. C'est pas si mal que ça, d'un certain point de vue. Sur la question des référendums, il y a une vraie question, il y a un vrai problème. Plusieurs référendums ont été faits contre, ou en tout cas, le résultat de plusieurs référendums n'a pas été suivi par les politiques. Il y a eu le rejet de la Constitution européenne, et puis après, il y a eu Lisbonne. C'est un sérieux problème. L'Europe des peuples n'a pas été faite quand les peuples démocratiques ont été consultés, très souvent, ils n'ont pas été écoutés. On ne peut pas faire l'Europe comme ça. Exemple, on a fait l'élargissement avant de faire la Constitution européenne. On ne peut pas faire les choses comme ça, c'est très simple. Donc de ce point de vue-là, il y a la question de l'autonomie politique, qui est la question politique moderne par excellence. Les eurosceptiques ont raison de la poser, et constitutionnellement, elle n'est pas résolue. Voilà. Il y a un déficit démocratique. L'urgence, c'est d'impliquer les Européens dans l'Europe que nous souhaitons promouvoir. Oui, mais les impliquer sans leur poser la question par un référendum, c'est trop risqué. Il est très important d'abord, un référendum sans un débat préalable, ça n'a pas de sens. Donc le projet de conventions européennes que suggère Emmanuel Macron, à condition que cela se fasse sur l'ensemble du territoire européen, ça a du sens. On est en train de préparer le nouveau cadre financier pluriannuel qui engage l'Europe budgétairement pendant 10 ans pratiquement, à compter d'aujourd'hui. Mais de quelle Europe parlons-nous ? Est-ce qu'on implique la défense? Est-ce qu'on implique la sécurité, la lutte contre le terrorisme, l'indépendance numérique? Eh bien, je souhaite que ce débat puisse être tenu. Il n'a même pas lieu au Parlement européen. Donc nous avons d'immenses progrès à faire pour combler le déficit démocratique. François Coq, on va revenir sur les questions de souveraineté. On va prendre le cas de la Catalogne. Ils ne souhaitent plus la souveraineté de l'État espagnol, ils souhaitent une souveraineté catalane, et pourtant, ils sont très attachés à rester dans l'Union européenne. Est-ce que finalement, c'est compatible? Le cas catalan est symptomatique du hiatus qui existe aujourd'hui au sein de l'Union européenne. On a vu que, par un certain nombre de mesures ces dernières années, l'Union européenne a poussé à aller vers une Europe des régions qui, elle-même, serait chapeautée par l'ordolibéralisme, et l'État servirait uniquement, finalement, de passeur pour donner un cadre
essentiellement économique à la vie des différents pays. Et ça, c'est en train de se fracasser aujourd'hui. On le voit avec le Brexit, on le voit avec la Catalogne, mais on va le voir pareil quand il va y avoir des refus de solidarité qui se manifestent déjà en Italie du Nord ou dans d'autres endroits en Europe. Donc on arrive à un moment donné où la logique européenne joue elle-même contre l'Europe. Alors après, il ne faut pas se tromper de débat. Je vous entends, Monsieur Arthuis, quand vous dites que Emmanuel Macron souhaite aller vers une constitution européenne qui devrait être ratifiée par l'ensemble des peuples. C'est une façon, comme une autre, à un moment donné, de se dire on va essayer de définir un peuple européen sur des fondements politiques. Expliquez-moi dans ce cas, pourquoi, alors que c'est le projet à venir de M. Macron, il cherche à imposer aujourd'hui le symbole du drapeau européen, qui est le symbole de cette Europe du passé qui se fait contre les peuples, qui vient d'être décrite il y a quelques instants. Où est la logique? Pourquoi ce coup de force aujourd'hui? Écoutez, coup de force, je crois que c'est un peu excessif. Encore une fois, je rends hommage à la France insoumise, parce qu'elle nous permet d'en parler. C'est un symbole. Ce symbole, il est partout. On n'a pas attendu que M. Macron signe la déclaration numéro 52 annexée au traité de Lisbonne pour mettre des drapeaux européens. Donc, les Européens qui se reconnaissent d'ailleurs ce drapeau veulent dire avec force qu'ils sont à la fois des citoyens français, attachés à la souveraineté française, mais qui sont conscients qu'une partie des prérogatives de souveraineté ne peuvent plus être assumées au plan national. Et que nous avons intérêt, pour qu'elle soit effective à l'heure de la mondialisation, à partager ensemble cette souveraineté au plan européen. Et quand vous parlez d'indépendance de la Catalogne, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'égoïsme catalan, puisqu'ils sont, semble-t-il, la région la plus prospère? Est-ce que la France insoumise serait hostile à la solidarité entre les régions? Que les plus riches puissent aider les moins riches? Je ne comprends pas le sens de l'interpellation, excusez-moi, mais... Christian Lequesne, puisque l'Europe, c'est aussi la solidarité. Deux choses. D'abord, je pense que pour ce qui est d'Emmanuel Macron, il faut rendre hommage au fait qu'il a repolitisé le débat sur l'Europe. Ça, c'est un point important. Et c'est une grande différence par rapport à son prédécesseur, qui finalement faisait des politiques publiques en Europe, comme l'ont fait tous les présidents de la République, mais refusait d'avoir un débat explicite sur la question. Voilà. Donc, si nous avons aujourd'hui la France insoumise qui se positionne, c'est aussi parce que c'est aussi parce que nous avons de l'autre côté M. Macron qui, lui, se positionne pour. Et ça, je trouve qu'en termes de démocratie, c'est très bon. Pour ce qui est du nationalisme catalan, moi, je rejoins assez ce que M. Arthuis vient de dire. C'est quand même cette tendance qu'ont aujourd'hui certains peuples qui sont plus prospères que d'autres à vouloir remettre en cause la citoyenneté. Et je veux dire, il y a beaucoup d'exemples autres. Hein. Vous savez, si vous prenez le discours des nationalistes flamands, c'est exactement la même chose à l'égard de cette Wallonie. Vous prenez l'Italie du Nord vis-à-vis de Mezzogiorno, c'est exactement la même chose. Et dans le fond, au plan de l'Union européenne, quand on regarde le débat que nous avons eu sur les transferts financiers au moment de la crise, c'était la même chose aussi. C'était la même chose. Le populisme de l'AfD. Aujourd'hui, l'AfD est un parti plutôt d'extrême droite classique, mais à l'origine, c'était la critique des transferts financiers vers le sud de l'Europe. Merci messieurs. On voit que du drapeau européen, le sujet nous a amené sur un plan beaucoup plus large. Merci à M. Mélenchon. On revient maintenant sur le sujet des départements de France. Ils dénoncent régulièrement la charge toujours plus importante du RSA sur leurs finances. Édouard Philippe leur a répondu ce matin sur notre antenne. Le Premier ministre promet d'engager les discussions sur ce sujet. On l'écoute. J'observe, Dominique Bussereau l'a dit, que après beaucoup de discussions, la position, je ne sais pas si elle est unanime, mais en tout cas majoritaire et officielle de l'ADF, c'est nous ne voulons pas la recentralisation. Vous comprenez ça ? Je comprends parfaitement, j'entends. Enfin, en tout cas, j'entends. Donc, je constate que la position est désormais claire, officielle, et que ce que les départements veulent, c'est que nous réfléchissions avec eux, dans ce cadre, à des solutions. Et vous voyez bien que la réflexion à mener dans ce cadre n'est pas la même que celle que nous aurions dû mener dans un autre cadre. On part tout de suite rejoindre Oriane Mancini à Marseille, où se tient donc le congrès annuel de l'Assemblée des départements de France. Oriane, vous êtes avec Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires. Bonjour Jacques Mézard, merci d'être avec nous depuis Marseille. Alors on entend depuis ce matin la colère de ces présidents de département. Vous allez vous exprimer devant eux dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour apaiser leur colère ? Écoutez, d'abord, je crois que je suis en terrain à la fois de connaissance
puisque j'ai été conseiller général pendant 14 ans, et puis aussi en terrain ami, parce que j'ai beaucoup défendu l'existence des départements, et les départements en particulier au moment de la loi NOTRe. Donc je connais leurs difficultés, qui sont souvent réelles, en particulier dans le cadre des compétences qui leur ont été transférées par la loi. Je sais qu'ils ont des attentes en ce qui concerne les allocations de solidarité, qu'ils ont des attentes en ce qui concerne les mineurs, la protection des mineurs, qu'ils ont des attentes sur le fonds d'urgence. Tout ça, je le sais. Je l'ai d'ailleurs relayé auprès du Premier ministre qui sera demain à Marseille et qui leur parlera et qui leur donnera sur plan financier les grands axes de l'action gouvernementale. Je connais leurs difficultés et la diversité aussi de leur situation, parce que tous les départements ne sont pas dans la même situation financière. Tous les départements ne connaissent pas les mêmes problématiques, que ce soit au niveau des dépenses, mais aussi au niveau des recettes, et je pense en particulier au DMTO. Vous disiez, vous parlez de cette situation financière différenciée selon les départements. Est-ce que dans ce cas, il faut aussi adapter le pacte financier à la situation financière des départements et donc ne pas imposer le même chiffre de 1,2% à tous les départements? Écoutez, déjà, je crois qu'il faut restituer les choses dans la réalité. Ce qui a été proposé par le gouvernement, ce ne sont pas des baisses de dotation. Nous venons de vivre ça pendant plusieurs années. Là, nous ne sommes pas du tout dans un système de baisse de dotation. Et d'ailleurs, sur le budget 2018, les dotations sont maintenues au plus haut niveau. Nous sommes dans une proposition contractuelle où nous disons aux 319 plus grandes collectivités, nous voulons contractualiser pour que vous fassiez des efforts sur les frais de fonctionnement. Et l'avantage, justement, il y a deux avantages. D'abord, c'est qu'on prend en compte un tendanciel chaque année, c'est-à-dire une évolution chaque année en hausse. Et puis, là aussi très clairement, il y aura forcément, et c'est l'intention du gouvernement, une adaptation à la réalité de chaque territoire. Puisque, je l'ai dit, les situations ne sont pas les mêmes. Et je pense que par rapport à ce qui s'est passé pratiquement depuis une dizaine d'années, c'est un vrai changement. Donc ce taux ne sera pas forcément imposé, il y aura une prise en compte de la réalité. Au-delà du taux, un contrat, c'est pas le taux, il est proposé à 1,2, mais sur la contractualisation, sur les efforts dans les frais de fonctionnement à réaliser, bien sûr, l'intention du gouvernement, c'est de faire du cas par cas, parce que nous savons qu'il y a une profonde diversité dans les structures départementales. Les présidents de département ont, depuis ce matin, mais depuis longtemps d'ailleurs, un petit peu l'impression qu'Emmanuel Macron oublie les principes de la décentralisation. Est-ce que, selon vous, le président qui dit qu'il veut un pacte girondin est plutôt jacobin ? Non, du tout. Je crois qu'il a affirmé très clairement, à la fois pendant toute sa campagne électorale et depuis son élection, qu'il voulait effectivement un pacte girondin. Mais je voudrais revenir là sur ce que vous avez appelé la colère des départements. Le gouvernement est en place depuis le mois de juin. La situation des collectivités locales, elle ne remonte pas au mois de juin. C'est la conséquence de toute une série de mesures, dont certaines d'ailleurs étaient, je le dis très clairement, utiles, d'autres la conséquence d'un Big Bang territorial qui a profondément touché le fonctionnement de nos collectivités territoriales. Donc quand on parle de la colère par rapport à quoi ? Par rapport au fait de ne plus baisser les dotations et de demander, comme sur le budget de l'État, des efforts de fonctionnement, je pense qu'il faut avoir une appréciation équilibrée là-dessus. La colère aussi parce que Emmanuel Macron a dit des choses lors de la conférence nationale des territoires et puis il a fait des annonces contraires quelques jours après. Ce matin, Gérard Larcher pointait un problème de méthode. Est-ce que selon vous, il y a eu un problème de méthode entre Emmanuel Macron et les élus locaux ? Non, il faut revenir là aussi à la réalité. Qu'il ait pu y avoir des annonces qui ont refroidi l'enthousiasme des collectivités, je pense au coup de rabot, je le comprends, mais c'est la conséquence de quoi ? De l'héritage d'un budget dans lequel toute une série de mesures avaient été prises, mais n'avaient été aucunement financées. La réalité, elle est là. Donc, je peux comprendre, et je les comprends,
parce que je suis toujours un élu local, les difficultés de nos collectivités, mais je demande à chacun de l'objectivité et la volonté de dialoguer, ce qui a toujours été mon cas, pour avancer ensemble. Parce qu'on a besoin dans ce pays des collectivités. Elles sont essentielles, ces collectivités locales, au quotidien de nos concitoyens. On a besoin que ça se fasse en dialogue et en harmonie avec l'État. Merci beaucoup Jacques Mézard, merci Monsieur le ministre d'avoir été en direct avec nous depuis Marseille. Le gouvernement a annoncé cette semaine son plan pour lutter contre les déserts médicaux, ces zones où il y a trop peu de médecins, généralistes ou spécialistes, pour soigner la population. Le résumé de ces annonces vous est présenté par Stéphane Amalian. Près de 8% de la population française vit dans une zone dite désert médical. Un défi pour l'accès aux soins auquel le gouvernement tente de répondre. Principale mesure, le doublement du nombre de maisons de santé. Le principe est simple, sont réunis sous le même toit infirmiers, généralistes et spécialistes pour mutualiser les moyens. On en compte aujourd'hui plus de 900 sur le territoire. Autre annonce, le développement de la télémédecine. Grâce aux nouvelles technologies, il est désormais possible pour un médecin de soigner à distance. L'objectif de haut débit sur tout le territoire annoncé par Emmanuel Macron entre dans ce cadre. L'exécutif prévoit de définir un cadre juridique pour cette activité. Autre mesure, les médecins à la retraite seront incités à continuer le travail grâce à un allègement de charges. Les infirmiers libéraux, eux, pourront voir leurs compétences élargies et suivre des patients en partenariat avec des médecins généralistes. En revanche, pas question de toucher au principe de libre installation, mais le gouvernement incitera les médecins généralistes à exercer dans des zones sous-dotées. 200 millions d'euros d'aide sont prévus. Et pour évoquer ce sujet des déserts médicaux, on retourne en salle des conférences du Sénat, où Elisabeth Doineau, sénatrice centriste de la Mayenne, a répondu aux questions de Savaria Rojek. Bonjour Elisabeth Doineau, Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Le gouvernement a donc présenté une série de mesures pour lutter contre les déserts médicaux. C'est un sujet que vous connaissez bien. Est-ce que selon vous, ces mesures sont les bons leviers pour lutter contre ces déserts médicaux ? Alors je vais vous reprendre un tout petit peu parce que ce ne sont pas des mesures mais un plan d'accès territorial aux soins. Et c'est la première fois qu'un gouvernement finalement lance un plan parce qu'autrefois nous avions beaucoup de petites mesures, de grandes mesures aussi parfois, mais qui n'étaient pas finalement coordonnées. Et c'est ce qui manquait justement jusqu'à présent, c'est du pilotage. Or là, un plan, c'est du pilotage, c'est de la visibilité et c'est surtout aller recueillir sur le terrain les bonnes pratiques et voir les freins éventuellement qui peuvent s'opposer à la mise en place de projets innovants. Alors, de nombreuses initiatives ont été mises en place depuis 10 ans, financées par l'État, par les collectivités territoriales, ou même par l'assurance maladie. Comment jugez-vous ce qui a été fait jusqu'à présent ? Est-ce que vous avez l'impression que le modèle incitatif n'est pas suffisant ? Il faut des choses coercitives désormais. Alors, sur ce plan, vous n'avez que des mesures incitatives, excusez-moi. Parce que justement, souvent, on oppose les unes aux autres. Et les mesures coercitives, on en parle depuis toujours. Mais en réalité, on sait qu'elles ont pu se mettre en place dans certains autres pays européens. On a vu même l'effet se produire pour les infirmières. Et en réalité, ça n'a pas répondu à cette problématique des déserts médicaux. Pourquoi ? Parce que finalement, les médecins, dès lors qu'on les incite à s'installer dans des zones sous-denses, eh bien, souvent, ils se mettent en frange de ces territoires, ou alors, eh bien, ça peut les décourager de pratiquer la médecine libérale, et donc, du coup, qui n'est plus libérale d'ailleurs, et donc, ils peuvent s'orienter vers d'autres professions, la médecine pharmaceutique, le commerce, enfin, vraiment, ça décourage. Donc, il ne faut pas aller vers ce type de mesures, il faut plutôt essayer de voir ce qui convient aux médecins pour s'installer dans les zones sous-denses. Mais alors, justement, quels sont, selon vous, les leviers les plus efficaces ? Eh bien, il y a des initiatives qui ont très bien fonctionné sur le territoire. Alors, dans le département de la Mayenne, je peux donner l'exemple du pôle santé de mon territoire, du pôle santé de Cran-Renazé. Sur un territoire de 20 000 habitants, nous avons aujourd'hui 60 professionnels de santé, ce qui est quand même quelque chose de considérable. Pourquoi ? Parce que nous avons construit un projet. Ce qui est important, c'est que les élus et les professionnels de santé, avec les usagers, se mettent autour de la table et parlent et discutent de ce que pourrait être l'offre de soins sur leur territoire. Une dernière question rapidement, c'est un autre sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, les mineurs isolés. Le Premier ministre, ce matin, Édouard Philippe, ce matin sur notre antenne, s'est dit à l'écoute des départements sur cette question. Est-ce que cela vous satisfait comme réponse de la part du gouvernement ? C'est une réponse d'attente parce qu'il va, je pense, annoncer beaucoup d'autres choses. En tout cas, moi, je l'espère. Il est
extrêmement important qu'aujourd'hui, ils prennent conscience de la difficulté de tous les départements face à la rentrée massive de jeunes migrants dans notre pays, mais dans notre département en particulier, puisque finalement aujourd'hui, c'est la compétence des départements qui est, comment dirais-je, en difficulté, notamment sur la protection de l'enfance. Mais quelle est la réponse que vous attendez de la part du gouvernement? Il y a beaucoup de réponses à attendre du gouvernement. D'abord, comment démanteler les filières, parce qu'on ne peut pas considérer que ce soit quelque chose aujourd'hui d'acceptable de voir tous ces jeunes arriver dans notre pays. Ensuite, il faut qu'il apporte au niveau du flux migratoire des réponses, c'est-à-dire que ce n'est pas de la compétence des départements. La réalité, c'est que quand la minorité est avérée, là, nous prendrons la main. Mais avant, il faut que ce soit de la compétence de l'État. Ça me semble vraiment la priorité. Très bien, merci beaucoup. Merci Elisabeth Doineau d'avoir répondu aux questions. Merci. Elisabeth Doineau vient de l'évoquer, la prise en charge des mineurs isolés étrangers est un enjeu important pour les départements qui ont vu leurs dépenses exploser dans ce domaine avec l'afflux de migrants. Gérard Larcher s'est exprimé sur le sujet depuis Marseille au congrès annuel des départements. On l'écoute. C'est une responsabilité majeure de l'État. Et je crois que le président de la République a été clair sur le sujet. Il faut maintenant que ça se traduise concrètement. Et ça ne peut pas être en passant de 3 à 5 jours le temps d'évaluation, si le mineur est bien mineur. Non, il faut prendre ce sujet à bras-le-corps, protéger la politique de l'enfance, celle qui préexistait avant ces phénomènes, parce que nous savons bien que c'est déjà très complexe, très difficile, très sensible humainement, que ces jeunes qui sont placés par décision de justice ou par décision de l'action sociale, il faut qu'on les protège aussi. Et en même temps, pour des vrais mineurs non accompagnés, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. En matière de fiscalité, Édouard Philippe demande à François Hollande un peu d'humilité après les critiques de l'ancien président de la République sur les choix actuels du gouvernement. Il l'a fait lors de son intervention ce matin sur notre antenne. On écoute le Premier ministre. J'aimerais que ceux qui, aujourd'hui, à 10 000 kilomètres, alors qu'ils ne se sont pas présentés aux élections pour défendre leur bilan, commentent de façon acide et acerbe ce que nous faisons aujourd'hui pour réparer le pays, prennent une certaine forme d'humilité sur ce qu'ils ont fait hier et sur les responsabilités qu'ils ont dans les dérèglements de l'économie française. Ça vaut pour l'ancien président de la République, je le dis sans aucune animosité, ça vaut aussi pour un certain nombre d'anciens responsables ministériels, je pense à M. Sapin ou à M. Eckert, qui sont toujours prompts à donner des leçons, mais qui assument manifestement moins bien la part qu'ils ont eue Et vous déciderez quand s'il y a une nouvelle taxe? Et pour réagir à cette attaque du chef de gouvernement contre François Hollande, direction la salle des conférences du Sénat, Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste représentant les Français de l'étranger, a répondu il y a quelques instants aux questions de Saveria Rojek. Bonjour Jean-Yves Lecomte. On vient de le voir ce matin sur notre antenne. Édouard Philippe, le Premier ministre, a répondu à François Hollande. Il n'apprécie pas que l'ancien chef de l'État critique la France de l'étranger. Monsieur Hollande aurait pu faire preuve d'humilité, ce sont les mots d'Édouard Philippe. Vous lui répondez quoi? Je suis un petit peu étonné par ce type de choses. Je trouve que c'est pas très convenable de la part d'une personne qui a été nommée par finalement quelqu'un qui a été le collaborateur du président de la République précédent pendant 5 ans d'une part, et deuxièmement un président de la République, Emmanuel Macron, qui n'a pas hésité à traiter une partie de ses compatriotes d'Athènes de fainéants. Donc là, je pense que c'était pas très raisonnable et pas très convenable que finalement un ancien président de la République exprime ses vues sur les évolutions de la politique fiscale du gouvernement actuel. C'est assez légitime. Il reste un responsable politique et il peut le faire. Alors, 120 parlementaires de gauche ont signé une tribune avant-hier pour demander des comptes, des explications sur la politique fiscale au gouvernement. Est-ce que l'unité, le rassemblement de la gauche, il peut se faire sur cette question de la fiscalité, sur ce marqueur qu'est l'ISF? Je crois de toute façon que si l'unité à gauche peut se faire sur le fait que s'il doit y avoir, une politique fiscale, si elle doit doit pouvoir, s'il y a des efforts qui sont faits en termes de baisse d'impôts pour une partie de la population, que ça doit se faire contre des contreparties. Ça, c'est à tout le moins pour les plus modérés de gauche. Pour les autres, effectivement, ils considèrent que en tout état de cause, c'est quelque chose qui peut provoquer une politique encore plus inégalitaire et bloquer la redistribution. Alors justement, qu'est-ce que vous soupçonnez, Jean-Yves Lecomte, que cette réforme de l'ISF, de l'imposition des revenus du capital, ça ne fasse que favoriser les ultra-riches? Pourquoi le gouvernement ferait cela? Je crois que c'est une position très dogmatique. Je peux comprendre le souhait
de vouloir attirer des investissements et du capital en France pour développer l'économie. Mais le faire de manière aveugle, sans regarder à quoi ça correspond, c'est pas raisonnable. On a vu déjà le débat sous le quinquennat précédent. D'ailleurs, sous l'inspiration d'Emmanuel Macron aussi, en partie, quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée ou au ministère de l'économie. C'est-à-dire que finalement, il est lui-même responsable du bilan qu'il doit aujourd'hui assumer, s'il était ni amnésique et en tout cas responsable. Donc voilà, à partir de là, il faut essayer de cibler au plus. Si on demande à des gens des efforts ou si on baisse des impôts, il faut que ce soit précisément et que c'est un effet immédiat sur l'investissement dans l'économie française. Alors, on lit dans la presse aujourd'hui que le bouclier fiscal, mis en place cette fois-ci par François Hollande, va coûter 1,3 milliard d'euros à l'État. Est-ce qu'il ne faut pas voir aussi le débat actuel à l'aune de ce chiffre-là? Écoutez, de toute façon, je crois qu'il faut passer au-delà du débat sur c'est la faute des gens d'avant. D'abord parce qu'on n'est plus du tout dans cette logique-là. Je veux dire, le président de la République est comptable de ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années. Donc les Français, si ils ont voulu un changement, ils ont aussi voulu des responsables politiques qui disent tout ce que je fais aujourd'hui qui n'est pas sympa, c'est de la faute de nos prédécesseurs. Donc il faut arrêter avec ça. Et donc de ce point de vue-là, il y a eu effectivement peut-être sur un certain nombre de points des choses qui ne sont pas conformes au droit européen, on le constate, effectivement ça va coûter, mais c'est pas la première fois et Édouard Philippe a participé aussi à soutenir des politiques qui ont eu les mêmes effets qu'il a fallu gérer en 2012. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu à nos questions. Merci. Au 1er janvier prochain, chaque ville pourra fixer librement ses tarifs de stationnement et le montant de ses PV. Ce sera l'objet dans un instant de notre second débat. Mais avant, on fait le point avec Samia Dechir sur les évolutions que cela va provoquer selon les communes. Le parc-mètre, 2 automobilistes sur 3 oublient encore, volontairement ou pas, d'y mettre une pièce. S'ils sont pris, cela leur coûte aujourd'hui 17 €. Une amende unique qui disparaîtra au 1er janvier 2018 au profit d'un forfait post-stationnement fixé librement par chaque municipalité. À Bourg-la-Reine, les fraudeurs devront débourser jusqu'à 24 €. Ça passe de 17 à 24 €. Pourquoi cette augmentation? Parce qu'en même temps que l'État nous transfère cette compétence, il nous transfère aussi les dépenses de gestion. Donc du coup, voilà, le montant de 17 à 24 s'explique aussi par ça. Et voilà, pour avoir un montant suffisamment dissuasif pour encourager la rotation au bout de 2 heures. Dans d'autres villes, la facture sera beaucoup plus salée. Les PV pourront aller jusqu'à 50 € à Paris et 60 € à Lyon. Bien plus que les 24 € à Bourg-la-Reine, où la municipalité veut garder un centre-ville attractif, y compris pour les automobilistes. Nous ne voulons pas non plus que ce forfait soit rédhibitoire et empêche les personnes de revenir en centre-ville et aillent vers les centres commerciaux, par exemple. D'autres villes ont choisi de baisser le montant des PV de stationnement. À Calais, par exemple, il vous en coûtera 11 €, 15 € à Rambouillet. Moins cher que l'amende, le mieux, c'est encore de mettre une pièce dans le parc-mètre. Et pour évoquer ce sujet, j'accueille sur le plateau mes invités. Christophe Nadjotsi, bonjour. Vous êtes adjoint écologiste à la maire de Paris, chargé des transports et de l'espace public. Jean-Louis Filippini, vice-président de l'association 40 millions d'automobilistes. Guy Lebras, directeur général du groupement des autorités responsables de transport. Bonjour. Et enfin Claude Kern, sénateur Union centriste du Bas-Rhin. Bonjour. Bonjour messieurs. Christophe Nadjotsi, on connaît le prix, non plus des PV, mais des forfaits de post-stationnement que la mairie de Paris va appliquer à partir du 1er janvier. 50 € dans les arrondissements centraux de la capitale, 35 € pour les autres. Une hausse très importante. Pour quelle raison? Alors une hausse très importante par rapport au montant forfaitaire qui était de 17 € et qui concernait toutes les communes de France et qui ne reflétait pas finalement les réalités très différentes entre les différentes communes. Paris est la capitale de la France, elle est à la fois la plus importante du point de vue de la sollicitation, mais aussi la plus dense et la plus concernée aussi par les sollicitations de l'espace public. Et donc le montant que nous avons fixé est finalement comparable à celui que l'on a dans d'autres villes de France. On sera moins cher que Lyon, par exemple. Et 50 € c'est pour la zone centrale, 35 € c'est pour la zone périphérique. Et nombre de grandes villes en France ont choisi ce montant de 35 €.
Je ferai un dernier parallèle par rapport à d'autres grandes métropoles européennes. À Barcelone ou à Londres, on a des montants qui sont de l'ordre de 90 ou de 100 euros pour ce qui est de l'amende ou du forfait post-stationnement. À Paris, on n'a pas fait ce choix-là. On a certes une augmentation faciale par rapport à ce qu'était le tarif auparavant, mais qui était un tarif national et qui ne reflétait pas la diversité. Aujourd'hui, on fixe un montant qui est, on va dire, comparable à celui des autres grandes villes en France. Claude Kern, ici au Sénat, on défend souvent les libertés locales. Est-ce que c'est une bonne chose que finalement chaque ville puisse s'adapter à sa situation et fixer le prix de ses amendes? Alors c'est une bonne chose, oui et non. Oui, parce que on rejoint l'autonomie fiscale, enfin, des collectivités. Moi, le risque que moi je vois dans cette affaire, c'est que ce phénomène soit converti ouvertement, qu'on convertisse ouvertement le stationnement payant en une modalité de gestion du domaine public. Donc, qu'on essaye de se faire de l'argent. Je m'explique. Aujourd'hui, on sait très bien que les recettes des collectivités sont en baisse. En plus, demain, avec la disparition d'une partie de la taxe d'habitation, on peut avoir le phénomène que certaines villes en profitent pour, entre guillemets, essayer de remplir leur caisse à travers ce type d'amende. Enfin, pas d'amende, de FPS, comme on dit, de forfait post-stationnement. Jean-Louis Filippini, vous êtes défenseur des automobilistes. On imagine que cette hausse, elle vous fait pas forcément plaisir. Enfin, cette hausse ou non, on l'a vu en fonction des communes. Oui, alors, défenseur des automobilistes sur toute la ligne. C'est-à-dire que pour qu'un automobiliste puisse se garer et mettre une pièce dans un parc-mètre ou éviter de mettre une pièce dans un parc-mètre, il faut déjà qu'il puisse monter dans sa voiture, rouler et trouver une place de stationnement, ce qui n'est plus le cas dans beaucoup de villes, ou ce qui est très peu le cas dans beaucoup de villes. Et à mon avis, ce n'est pas parce qu'on va mettre, on va faire passer le, comment vous l'appelez, le FPS, le forfait post-stationnement. Post-stationnement de 17 à 50, 60, selon les villes, on nous dit Lyon 60, bon, que ça va régler le problème de la circulation. Donc on est vraiment en train de prendre les automobilistes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui doivent payer, des gens qui sont responsables et irresponsables des fois. En tout cas, la personne qui met une pièce dans un parc-mètre, on ne peut pas trop lui demander de mettre des sommes énormes. Guy Lebras, sur cette question, justement, vous dites cette mesure elle va permettre d'éviter les automobilistes ventous, ceux qui occupent pendant longtemps les places de parking ? Oui, tout à fait. Alors, je voudrais répondre aux deux interlocuteurs là qui viennent de s'exprimer. D'abord, pour rappeler, puisque nous sommes ici sur le plateau de Public Sénat, que cette réforme a été introduite par les sénateurs, qu'elle a été votée en décembre 2013 par le Sénat à l'unanimité. La séance était présidée par Jean-Pierre Raffarin. C'est donc une mesure d'origine sénatoriale. Et c'est tout à fait naturel parce qu'il s'agit d'une mesure de décentralisation. Et ce que je voudrais dire à M. Filippini, c'est une réalité absolument indubitable. C'est qu'en vérité, pour ceux qui payent leur stationnement, il n'y a rien de changer. Donc en vérité, dire que cette réforme n'est pas bonne pour les automobilistes, c'est en fait défendre les fraudeurs. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Alors, par ailleurs, ce qui est très important de voir, c'est que à partir du moment où on a un système qui fonctionne et tous les pays européens qui ont appliqué cette réforme ont vu leur système s'améliorer en performance, c'est-à-dire en place de stationnement disponible, eh bien on a une rotation des véhicules bien plus importante. Aujourd'hui, avec les systèmes qui sont performants, il y a jusqu'à 6 voitures par place de stationnement et par jour, alors qu'on est en moyenne à 1 par jour quand le système est inefficace avec des voitures donc ventouses. Donc de ce point de vue-là, comme dans les grandes métropoles, il y a quasiment 20% du trafic qui est tout le temps en train de chercher une place de stationnement, il est évident qu'à partir du moment où il y aura des places disponibles, ces voitures se gareront, ça fera plus de fluidité, moins de pollution et du bénéfice pour tout le monde, à commencer par les automobilistes. Mais il est certain que pour les fraudeurs, ça n'est pas une bonne réforme. Christophe Najowski, est-ce que les fraudeurs vont avoir plus de risques? Parce qu'on sait à Paris, finalement, le risque est acceptable puisqu'il y a très peu de contrôle. Je rejoins en tout point ce que vient de dire Guy Lebras, à savoir que d'abord c'est une réforme de décentralisation et c'est une réforme au service de la mobilité. C'est une réforme qui va permettre de mieux gérer l'espace public, de mieux gérer la rotation
nécessaire des véhicules dans l'espace public et donc la disponibilité des places. Donc c'est une réforme qui est au service des automobilistes et non pas effectivement au service des fraudeurs. Donc effectivement, aujourd'hui, on a une situation dans laquelle un certain nombre de personnes font le pari de ne pas payer leur stationnement. Il faut savoir qu'en France, peut-être que mes chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais il me semble que le taux de respect du stationnement tourne aux alentours de 30 à 35%. C'est ça. À Paris, nous sommes seulement à 10%. C'est une prérogative aujourd'hui de la préfecture de police, mais qui s'est quelque peu éloignée, on va dire, de ses missions ces derniers temps, dans le contexte que tout le monde connaît, on peut le comprendre. Et donc, le fait que l'on décentralise et que l'on laisse finalement l'autonomie aux collectivités de décider ce qu'elles pensent être le mieux pour elles, notamment en termes de politique de mobilité, c'est une bonne chose. Et je note que cette réforme avait à l'époque été votée à l'unanimité au Sénat. Et donc aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que finalement, l'espace public ne fonctionne pas bien parce que un certain nombre de personnes se disent « je préfère ne pas payer mon stationnement, je préfère prendre le risque éventuel de payer une amende à 17 €, mais ce faisant, je laisse mon véhicule pendant plusieurs heures sur l'espace public et donc j'occupe cette place qui pourrait, s'il y avait une meilleure rotation, être mise à la disposition d'autres personnes qui ont besoin de cette place de stationnement. Je pense notamment par exemple aux artisans ou aux commerçants qui ont besoin de ces places. Donc à partir du moment où c'est une réforme qui permet d'augmenter la rotation, d'augmenter la disponibilité des places, c'est une réforme qui va aussi être au service de l'activité économique et de ceux qui ont réellement besoin d'emplacements de stationnement dans les villes. Claude Kern, ça a été rappelé, ça a été introduit par le Sénat dans la fameuse loi sur les métropoles. Et donc, vous dites, maintenant il y a un risque parce que les finances des collectivités sont un peu en difficulté et donc on va compenser. Alors je parlais d'un risque. Je ne suis pas contre la loi MAPTAM, hein. Ne prenez pas ça, ne le comprenez pas comme cela. C'est le risque de passer à des sommes extravagantes. Je prends un exemple d'une collectivité que je connais bien, la ville de Strasbourg, qui va passer à 35 €. Mais si vous payez votre forfait, dans les 72 heures, c'est ramené à 17 €. C'est très raisonnable alors. Je pense que là, c'est très raisonnable. Je suis également contre les véhicules ventouses, comme vous les appelez, et j'ai horreur de ça aussi. Donc il faut une rotation, je suis d'accord, mais il ne faut pas tomber dans l'exagération. Voilà ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que je ne suis pas contre cette réforme, mais il ne faut pas tomber dans l'exagération. Jean-Louis Filippini, on a entendu 40 millions d'automobilistes, vous êtes un peu remonté, mais il y a aussi des villes qui ont fait le choix de baisser, et ça forcément, j'allais dire, ça vous le saluez quand ça va dans l'autre sens. D'ailleurs, on le salue, on a demandé à un certain nombre de maires de villes petites, moyennes et grandes de prendre position sur le sujet, de nous dire s'ils sont d'accord et autres. Et quand j'entends qu'on pourra réduire une amende éventuelle en payant, comme vous le disiez, monsieur, c'est absolument parfait. Par contre, ce que je refuse d'imaginer, c'est que vous pensiez que nous sommes en train de défendre les fraudeurs. Parce que ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Premièrement, nous ne défendons pas les fraudeurs, nous n'acceptons pas les voitures ventouses que nous trouvons absolument ridicules et nous n'acceptons pas non plus les vélos qui grillent les feux rouges et plein de choses dont on pourrait parler, mais on n'est peut-être pas là pour ça. Par contre, ce qui est insupportable aussi, c'est de voir que les centres-villes sont en train de se désertifier. Je ne parle pas de Paris. Je parle de beaucoup d'autres villes où il suffit de regarder la télévision, on voit en permanence la ville de X qui se désertifie. Pourquoi ? Il n'y a plus de commerçants. Quand il n'y a plus de commerçants, il n'y a plus de voitures. Quand il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de commerçants. Christophe Nadjowski, sur une des autres conséquences, c'est que ça transfère la gestion aux municipalités de la collecte de ces amendes. Donc ça a aussi un coût. À Paris, vous avez fait le choix finalement d'un transfert vers le privé pour collecter et déposer aux automobilistes leur amende. Oui, alors on a fait le choix d'externaliser donc le contrôle du stationnement payant et uniquement cette partie-là. Hein, le contrôle du stationnement gênant restera effectué en régie. Alors pour une raison très simple, c'est que nous avons à Paris, en dehors de cette loi sur la décentralisation, la municipalisation du stationnement, on dit aussi la dépénalisation du stationnement, nous avons également la loi sur le statut de Paris qui a été votée en février 2017 et qui va permettre le transfert des ASP, les
les agents de surveillance de Paris qui sont aujourd'hui sous l'autorité du préfet de police et qui vont passer donc sous l'autorité de la mairie de Paris à partir du 1er janvier. Et donc ce transfert va nous permettre en fait de pouvoir récupérer ces effectifs, notamment pour travailler sur la question de la lutte contre les incivilités. Et nous avons fait le choix ensuite de recourir à des prestataires extérieurs, publics ou privés, puisque d'ailleurs il y avait aussi des sociétés publiques qui avaient candidaté pour effectuer ce contrôle, sachant que ces prestataires aujourd'hui ont une expertise, notamment à travers des marchés qu'ils peuvent effectuer à l'étranger. Je pense par exemple à Madrid ou à d'autres grandes villes d'Europe. Il faut voir par exemple qu'à Madrid, le taux de respect du stationnement il est de 90%. Et le taux de rotation des véhicules qui sont à la recherche d'une place de stationnement, qui était de 30%, il est descendu à 10%. Donc, quand je disais que c'était une réforme au service de la mobilité, mais aussi au service des automobilistes à partir du moment où les gens respectent les règles, eh bien, on en a ici une illustration assez éclatante avec l'exemple de Madrid. Et donc, il n'y a pas de raison qu'en France, finalement, on reste dans une situation dans laquelle, finalement, c'est la fraude qui prévaut. Parce qu'il faut bien parler de fraude, malheureusement. Lorsque vous avez 30% au niveau national de respect, ça veut dire qu'il y a 70% de fraude. Et personne n'accepterait qu'aucun service public fonctionne avec un tel niveau de fraude. Accepterait-on d'avoir 70% de fraude dans les transports en commun? Personne ne pourrait l'accepter. Et donc, ce que nous avons fait à Paris, c'est tout simplement d'aligner le montant du FPS sur celui de l'amende dans les transports en commun, qui est de 50 €, sachant également que nous avons ce qu'on appelle un FPS minoré. Si l'on paye son forfait post-stationnement dans les 96 heures, on paiera 70% du montant du FPS, c'est-à-dire 35 € au lieu de 50 dans la zone centrale et 24,50 € au lieu de 35 dans la zone périphérique. Voilà, sachant d'autant plus que si la personne avait initialement payé son stationnement, le montant du FPS, donc, ce montant donc, va être déduit du montant qui avait déjà été payé si la personne avait déjà payé son stationnement. Donc au final, on pourrait arriver à un montant qui serait assez proche finalement de l'ancien PV, si une personne a, par exemple, dépassé, resté 2h30 au lieu de 2 heures et a oublié finalement de payer la dernière demi-heure, au final, le montant du forfait post-stationnement minoré sera assez proche de celui de l'ancienne amende. Claude Kern, sur ce transfert aussi de gestion, on a vu dans le reportage de Samia Dechir que ça engendre un surcoût à Bourg-la-Reine. Là, dans ce reportage, il va falloir que les communes prennent en charge tout ça. Est-ce qu'elles ont les moyens de mettre en place tout ça ? Alors il y a de plus en plus de transferts de compétences et de gestion, et les communes ont de moins en moins les moyens, malheureusement. On sait qu'il y a une forte baisse de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement, et que ça ne va pas en s'améliorant, même si un gel est annoncé. Aujourd'hui, les communes sont fortement sollicitées, surtout les plus grandes communes. Je veux parler du transfert, par exemple, du traitement des cartes nationales d'identité, qui est un surcoût également pour ces communes, qui est très peu compensé, puisqu'il s'agit de 3 500 € par an de compensation, ce qui est très faible au regard de l'investissement nécessaire. Et là, c'est un transfert supplémentaire. Naturellement, comme on l'a vu dans le reportage, il y a une partie qui sera compensée par l'augmentation à Bourg-la-Reine, par l'augmentation du forfait, du coût du forfait. Aujourd'hui, malheureusement, c'est nécessaire pour les collectivités de compenser ces dépenses supplémentaires. Guy Lebras ? Oui, moi je voudrais revenir sur cette affaire de finances et de tarification. En vérité, cette réforme ne pèsera pas sur les collectivités, pour une raison bien simple, c'est que avec un système efficace, avec un contrôle efficace, effectivement, le fait de rendre ce contrôle efficace, tout le traitement qui va avec, ça a un coût. Mais en vérité, quand c'est efficace, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont mettre leurs pièces dans le parc-mètre. Et donc, de ce point de vue-là, le surcroît de dépenses sera compensé par un surcroît de recettes. Par ailleurs, le forfait de poste de stationnement, il n'est pas conçu pour rapporter de l'argent. Il est conçu comme une politique de mobilité durable pour faire en sorte que ça fonctionne mieux dans la ville. Et de ce point de vue-là, je trouve extrêmement symbolique que des villes comme Paris ou comme Lyon, qui a été vilipendée pour ses 60 €, mais qui d'ailleurs ne sont pas encore votées, ça sera voté la semaine prochaine, eh bien, il est très
symbolique que ces montants ont été fixés au même montant que le montant de l'amende pour non-présentation de titre de transport dans les transports publics. On ne supporterait pas qu'on ne paye pas on ne supporte pas qu'on ne paye pas son transport public. De la même manière, il n'est pas supportable que les automobilistes ne payent pas leur stationnement. Et je voudrais dire un dernier petit mot sur les tarifications, parce que j'ai là un article qui est paru hier dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, où en 4 colonnes, M. Chasseret, qui malheureusement n'est pas là, mais dit quand même 40 millions d'automobilistes. Voilà, qui dit 5 contre-vérités sur la tarification. Mais il n'est vrai que une addition de contre-vérités ne fait pas une vérité. Et la plupart des villes, il faut le dire, n'ont pas augmenté leur tarification. Je dirais même plus, il y a des services supplémentaires qui sont apportés, il y a eu des améliorations. Lyon, par exemple, donnera la première demi-heure gratuite, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc en vérité, quand on dit qu'il y a une augmentation des tarifs, c'est totalement faux. En moyenne, il n'y a aucune augmentation de tarifs et même dans certaines villes, il y aura une baisse de ces tarifs. Jean-Louis Filippini, sur cette question. Écoutez, bon, je ne suis pas Pierre Chasseret, mais je pense qu'il a dû vouloir dire, sans aucun doute, qu'il y a peut-être un risque que certaines mairies profitent de l'occasion pour augmenter la tarification. Parce que ce qui remonte du terrain pour nous, c'est que les gens sont de plus en plus agacés par toutes ces choses, enfin irrités, comme mon micro, totalement irrités et déstabilisés par... alors on va payer plus cher le carburant, on va stationner... Probablement mieux si la gestion des parcs-mètres est mieux gérée. Mais enfin, il y a quand même un certain énervement dans le public et dans les 40 millions d'automobilistes que nous voulons représenter. Cette réforme va les calmer largement, j'en suis persuadé. Vous avez prévu des actions, M. Filippini, sur ce sujet ? Alors des actions, il y a toujours un certain nombre d'actions, mais ce que nous voulons, et une fois de plus, ce que nous voulons, c'est sensibiliser les responsables politiques. Vous savez, nous ne sommes rien. On n'est rien, on n'est ni des grands communicants, ni des grands politiques. Mais par contre, on prend la température et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de politiques qui travaillent dans leur coin, et alors que la politique, ça doit être en principe une gestion d'hétérogénéité, et nous, ce que nous voulons, c'est l'harmonisation des hétérogénéités pour que tout le monde puisse être à son bon niveau et au bon niveau de service réclamé par un utilisateur. Christophe Nadjowski, est-ce que cette politique des PV, des FPS, finalement, ça rentre dans une politique plus globale? On sait à Paris, il y a une volonté aussi de repousser un peu les voitures, de développer d'autres modes de transport. Vous êtes un représentant de la municipalité. Est-ce que les amendes sont un outil de cette politique globale? Alors, le montant du forfait post-stationnement sera un outil, mais ce n'est pas le seul. Le principal outil, en fait, en réalité, c'est la question du contrôle. On nous dit 50 €, c'est élevé. Alors 50, c'est dans la zone centrale et 35, c'est dans la zone périphérique. Mais on n'a pas fait le choix, par exemple, de fixer un montant de forfait post-stationnement à 90 €. On se serait aligné, par exemple, sur d'autres capitales européennes comme Londres ou Barcelone en faisant cela. On n'a pas fait ce choix-là. On a fait un choix d'un montant qui est, comme le disait Guy Lebras, le même montant que celui de la non-présentation d'un ticket d'un titre de transport dans les transports publics. Et donc, on estime qu'il doit y avoir une égalité de traitement entre les automobilistes et les usagers des transports publics, par exemple. Mais c'est un outil. Cette réforme est un outil au service de la mobilité durable. Est-ce que ça doit inciter aussi à laisser la voiture à la maison ? Peut-être, ou effectivement, dans les villes dans lesquelles il est nécessaire de modérer l'usage de la voiture, bien évidemment. Et c'est la raison pour laquelle chaque ville est ainsi libre de pouvoir fixer le montant de son forfait post-stationnement et de déterminer aussi les modalités selon lesquelles elle va contrôler ce stationnement payant, soit en régie, soit avec des prestataires extérieurs. Donc c'est évidemment une politique qui va nous permettre à la fois de maîtriser le stationnement, parce que c'est un outil de la régulation des déplacements, la politique de stationnement, et c'est surtout une réforme qui va nous permettre d'offrir un meilleur service de stationnement, là où aujourd'hui on observe beaucoup de dysfonctionnement. Je me répète, lorsque vous avez des véhicules ventouses, eh bien ça dysfonctionne parce que ce véhicule
il ne rend pas disponible la place de stationnement. Donc ça va entraîner par exemple des stationnements double fil avec les problèmes de sécurité routière que l'on peut connaître. Donc il y a beaucoup de ces dysfonctionnements que cette réforme va nous permettre donc d'éliminer. Et donc c'est une bonne réforme, c'est une réforme utile pour la France, c'est une réforme utile pour les collectivités qui seront en plus libres de pouvoir déterminer localement la meilleure approche pour cette politique de mobilité. Guy Lebras, une démarche globale finalement, réflexion sur les transports, tous les transports et l'automobile est un moyen de transport important. Complètement. Il n'est absolument pas neutre que cette réforme ait été introduite par le sénateur Louis Nègre, par le sénateur Van Dierendonck, qui ont tous eu des responsabilités dans le domaine de la mobilité dans leur ville. Et Louis Nègre, qui était sénateur encore il y a peu de temps et qui est président du groupement des autorités responsables des transports, et Roland Ries aussi, maire de Strasbourg, qui était président du GART à l'époque où ça a été introduit. Et c'est parce que c'est effectivement... le stationnement, ça fait partie de la mobilité durable, ça fait partie de ce que l'on appelle, ça favorise l'intermodalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous posez votre voiture dans un stationnement, vous allez continuer votre déplacement par un autre mode de déplacement. Et donc, bien évidemment, plus il y aura de voitures stationnées qui avec une rotation, etc., plus il y aura aussi de l'utilisation d'autres modes de transport. Et c'est pour ça qu'on considère que le stationnement est une partie intégrante de la politique de mobilité durable. Claude Kern, vous l'avez dit, vous connaissez bien Strasbourg, vous êtes sénateur du Bas-Rhin. Là, dans cette ville, il y a une vraie politique, on va dire, pour développer les autres transports, pour finalement délaisser la voiture, mais il faut que les gens aient les outils. Il faut que les gens aient les outils, tout à fait, mais c'est en train de se mettre en place, avec notamment le développement en mode doux, avec le nombre de pistes cyclables qui devient de plus en plus important sur Strasbourg. La mise à disposition également, comme à Paris, Vélib, à Strasbourg, c'est Vélop, mais ça fonctionne très bien. Et je pense effectivement que ça fait partie intégrante d'un déplacement durable, d'une mobilité durable. Effectivement, mais comme dit, à partir du moment, et je félicite également la ville de Paris parce que je ne connaissais pas ces différents abattements qui sont prévus, donc je trouve ça tout à fait logique et je revois un peu ma position de début, parce que je n'étais pas du tout au courant effectivement de votre manière d'abattre et de permettre ainsi à des gens, à celui qui oublie de payer, parce qu'il n'y a pas que des fraudeurs, heureusement, les fraudeurs, c'est pas du tout notre... Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, on ne veut pas du tout les protéger, bien au contraire, mais vous avez l'oubli où vous êtes retenu chez le médecin, il peut y avoir plusieurs raisons. Vous avez une amende, donc un forfait, et ça rentre là-dedans, et ça permet également de dire, j'ai fait une erreur, je paye, mais je ne vais peut-être pas payer 50 €, j'ai peut-être payé 35 € ou 24,50 €. Donc ça rentre tout à fait dans une logique aujourd'hui qui est déjà vue à Strasbourg, que je salue. Et je salue Roland Ries, qui était au président du GART et qui aujourd'hui est à l'origine de cet abattement qui est mis en place à Strasbourg. Christophe Najossier. Oui, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette réforme, elle se fait également avec une modernisation des outils de paiement. Aujourd'hui, on peut payer plus simplement par pièce à l'eurodateur, mais on peut aussi payer par carte bancaire ou par téléphone. Et on voit nettement aussi le développement du paiement par téléphone. Et avec cette réforme, on va pouvoir aussi, lorsqu'on est usager, lorsqu'on paye son stationnement, par exemple si on prend un stationnement pour 2 heures, eh bien, au bout d'1 h 45 ou d'1 h 50, on va recevoir un SMS sur son téléphone qui va vous dire « Attention, dans 10 minutes, votre stationnement se termine. Donc attention, renouvelez votre stationnement, sinon vous risquez de vous retrouver en défaut de paiement. » Ça, Jean-Louis Filippini, vous êtes plutôt d'accord? Ça facilite la vie des automobilistes rapidement. En plus, c'était mon ancien métier, donc je suis tout à fait d'accord. Et par contre, où je voudrais simplement faire une petite parenthèse, c'est sur l'utilisation des vélos. Bon, c'est bien beau de faire du vélo, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire de vélo. Et il y a beaucoup de gens, et bien pire, qui ne peuvent pas prendre le métro parce qu'il n'y a pas d'accès facile au métro, escalier roulant, et là vous n'y êtes pour rien, escalier roulant et ascenseur. Mais le vélo pour tous, bon, c'est un rêve. Moi, je fais du vélo le week-end. On était aujourd'hui sur la question du stationnement et des FPS, les forfaits post-stationnement. Merci messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Oriane Mancini pour une émission spéciale depuis Marseille, où se déroule le congrès de l'Assemblée
des départements de France. Excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Demain, dans Territoire d'Info, Thierry Solaire, député des Hauts-de-Seine, sera l'invité de Public Sénat et de la presse quotidienne régionale. Territoire d'Info, demain à 8 h en direct sur Public Sénat. En 2014, lorsque l'Allemagne accueille à bras ouverts les réfugiés, elle promet des embauches rapides. Entre population vieillissante et natalité en berne, elle a cruellement besoin de main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, comme 100 000 autres réfugiés, Emmanuel doit se contenter d'un petit boulot sous-payé à 80 centimes de l'heure. Les dessous de la mondialisation, samedi à 21 h 30 sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec l'Assemblée des départements de France, présente le 87e Congrès des départements de France.